qui tremblent tout le temps. Là, c'est vraiment que au repos que les membres tremblent. Dans la triade, on a la rigidité et la lenteur, où on peut mettre la kinésie, la bradykinésie, l'hypométrie, c'est-à-dire tous les petits mouvements qui sont plus petits que la normale. Et ça va être très, très important dans notre rééducation parce qu'on va se baser là-dessus. Sur la base de la rééducation, c'est basé là-dessus, sur la kinésie. Après, on a des signes axiaux. Bon, on ne va pas tous les détailler. On a des signes non moteurs aussi, hein, qui peuvent être là, mais qui peuvent aussi ne pas être là. Hein. On n'a pas de panique en disant ah, on va avoir tout ça. Non, vous n'aurez pas tout ça parce que c'est vraiment un mélange de différents symptômes. On peut avoir des signes cognitifs et puis on peut aussi avoir quelques symptômes qui sont induits par les traitements. Je vous l'ai mis parce que quelquefois on se pose des questions en se disant je vous donne un exemple, je l'ai encore eu cette semaine au cabinet, j'ai une patiente qui m'a dit j'ai quelques dyskinésies, je pense qu'il me faut un peu plus de traitement. Alors, non, on verra si vous en avez envie par vos questions, si vous voulez un peu plus approfondir. Elle va pouvoir augmenter son traitement et ses dyskinésies vont augmenter, elles ne vont pas régresser. Donc effectivement, c'est important de voir qu'il y a aussi certains symptômes qui sont dus au traitement, mais qu'on ne peut pas faire varier si on baisse le traitement parce qu'ils ils vont impacter autrement votre vie de tous les jours. D'accord? Donc ça, voilà. On peut passer. On arrive effectivement, en fin de compte, à ce que Marie-Hélène vous a dit tout à l'heure. Elle n'a pas prononcé le mot parce que souvent on dit il ne faut pas dire ça. Moi, je le dis parce que de toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Je trouve ça très prometteur et très positif. Et je pense que c'est déjà le premier truc qu'il faut faire quand on commence dans cette pathologie, en se disant on va faire des choses. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et l'activité physique, puisqu'on revient là-dessus, elle est neuroprotectrice. C'est-à-dire que oui, il y a des neurones qui sont atteints dans cette pathologie, c'est les neurones dopaminergiques, comme l'a dit Marie-Christine. Donc ceux-là, il y en a qui meurent progressivement, bah oui, ça on le sait. Donc il y a un manque de dopamine dans le corps humain, mais il en reste. Ils ne sont pas tous morts, hein, bien entendu. Et l'activité physique va permettre, en fin de compte, de protéger les neurones qui restent. Donc il y a vraiment un enjeu. On n'est pas en train de dire oui, oui, parce que c'est bon pour l'organisme, c'est bon d'aller courir comme le fait Eric, c'est bon de faire de l'activité au niveau cardiovasculaire. Non, non, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans quelque chose qui est encore plus important pour moi, je trouve. C'est que s'il y a une dose d'activité physique assez importante, vous le voyez dans mes phrases d'après, hein, c'est 6 à 7 heures d'activité physique par semaine quand même, mais entre nous, puisque là on n'est pas nombreux, si déjà il y en a 5, c'est déjà pas mal, c'est neuroprotecteur, c'est-à-dire que ça va permettre de garder en vie les neurones dopaminergiques un peu plus longtemps que si on fait rien. Donc c'est vraiment très très important. L'activité physique, sur la deuxième ligne, vous le voyez, a un effet endogène et un effet exogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que quand vous faites de l'activité physique, les médicaments que vous prenez par voie orale sont mieux assimilés par l'organisme. Pardon, ça c'est l'effet exogène. C'est-à-dire que ceux qu'on prend de l'extérieur sont mieux. C'est-à-dire que si vous prenez un médicament à peu près de 100 mg, admettons, il n'y a que 10 mg qui peut monter au cerveau dans la zone où il manque de la dopamine. Si vous faites de l'activité physique, il y a plus qui monte. Donc en fait, cet effet, il est vraiment, il joue même sur le traitement que vous prenez. Et l'effet endogène, maintenant, c'est-à-dire que vous continuez, les neurones qui vous restent, en fin de compte, continuent à produire de la dopamine. Et quand vous faites de l'activité physique, cette production de dopamine est augmentée. Donc là, on a vraiment un effet sur tout. Hein. Il faut vraiment voir que et après, ce qui est important, c'est que l'activité physique se passe le plus tôt possible. Hein. Pourquoi? Parce que plus on va habituer notre cerveau à bouger, à s'adapter, à faire des choses différentes, ça crée une plasticité au niveau cortical, au niveau du cerveau, au niveau de nos neurones, qui en fin de compte s'adaptent à ce qu'on ne peut plus faire, ou à ce qu'on a du mal à faire, ou à ce qu'on aura du mal à faire. Donc en fait,
il ne faut pas dire, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a 20 ans, on m'envoyait des patients, ils avaient 20 ans de pathologie, 25 ans de pathologie, puis on me disait, bah, vous voyez, la kiné, ça ne fait rien parce que vous n'arrivez rien avec ces patients-là. Bon, si, on arrivait déjà à faire quelque chose, je pense, mais pas autant, effectivement, qu'un patient qui va commencer. Là, maintenant, les patients, ils arrivent dans mon cabinet, ils ont 15 jours de diagnostic. Alors, ils sont un peu secoués, il faut aller doucement, je pense, mais là, c'est tout bénef, quoi. C'est juste de la crème, quoi, pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire. Ça, c'est vraiment génial. Donc, il faut commencer le plus tôt possible, ça, c'est sûr. OK? On passe. L'activité physique, elle est très importante parce que c'est en fin de compte une succession de mouvements, en fait, cette activité. Et pour la comprendre, il y a 2 choses à comprendre dans la pathologie de Parkinson. Je pense qu'une fois qu'on a compris ces 2 petites choses-là qui sont sur cette diapo, je pense qu'on a tout compris et qu'après, ben, on n'a qu'à se laisser faire, en fait, hein, par ça. D'accord? Il existe une dualité. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 3 grands symptômes dans la pathologie. On n'est pas du tout obligé d'avoir les 3. Il y a le tremblement, la kinésie, ou la lenteur si vous préférez, et la raideur. En fait, le cerveau, en fin de compte, avant, vous n'étiez qu'une personne. Voilà. Maintenant, en fin de compte, il faudrait presque dire que vous êtes 2. Maintenant, il y a vous êtes toujours la même personne, mais il s'est rajouté votre cerveau à côté. Et lui, il a décidé que ça allait bien, que ce n'était pas la peine de forcer, que de rester dans son fauteuil, c'était parfait, que de faire des petits mouvements, c'était très bien, que d'être lent, c'était encore mieux, que de faire des petits pas, c'était génial, etc., etc. Et lui, il est souvent plus fort que vous. Et c'est ça qu'il faut voir. Et ça, c'est surtout très important pour les aidants. Parce que quelquefois, le parkinsonien, il va aller à une vitesse tout à fait normale, et puis 5 minutes après, il va être beaucoup plus lent. Et ça, pour les dents, c'est compliqué à comprendre. Ben, c'est juste parce que quelquefois, vous êtes plus fort que votre cerveau, et quelquefois, c'est le cerveau qui est plus fort que vous. Et ça, il faut bien comprendre que le parkinsonien, eh ben, il ne peut pas faire autrement. D'accord? Il ne peut pas, et lui aussi, il a envie de faire autrement, mais il ne va pas pouvoir. Pourquoi? Parce que son cerveau est plus fort que lui, et que le cerveau a décidé de le faire vivre, en fin de compte, à 50 ou 60% de ce qu'il pourrait faire. Parce qu'on peut faire, d'accord? Même si ça fait quelques années qu'on est parkinsonien, ça ne change pas. Le mouvement, on peut le faire à 100% et on va même voir dans la rééducation qu'on va le faire à 300%. C'est-à-dire que le cerveau, il veut vous faire vivre à 60%. La rééducation qu'on va faire, l'activité physique qu'on va faire, on va la faire à 300% pour que dans la vie de tous les jours, on ait du 100% en fait. Hein, c'est ça. C'est-à-dire que même quand vous avez l'impression de faire un mouvement complet, eh ben, votre mouvement, il est encore trop petit. D'accord? Il faut se dire tout le temps, là j'ai étendu mon bras le plus loin possible. Non, il faut tendre, on peut encore aller un peu plus loin, un peu plus grand, un peu plus gros. Voilà, c'est toujours ça. D'accord? Donc, il faut toujours penser qu'il faut faire tout à 300%. Il faut vivre à 300%. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Ça, c'est la première dualité qui existe en fait, hein, et qui explique beaucoup de choses dans la pathologie. Et puis l'autre, bah, je vous ai fait un magnifique dessin, j'espère que hein, d'un lutin, qui est quand même absolument génial. Non, c'est une plaisanterie, hein, mais enfin bon, quand même. Ce schéma, il vous montre en fait que on a parlé, le cerveau, il veut vous faire vivre à 60%. Et puis, dans la vie de tous les jours, si vous n'avez pas Parkinson, moi par exemple, si je veux aller chercher ma souris ou mon téléphone, voilà, j'y vais. C'est-à-dire que pour un mouvement précis, j'ai un lutin et le chemin qui y va. D'accord? J'ai un chemin pour aller chercher mon téléphone, j'ai un lutin, c'est très schématique tout ce que je vous explique, hein. Je ne suis pas sûre que ce soit très scientifique, c'est très schématique, mais ça explique beaucoup de choses. J'ai mon lutin qui court dans le chemin pour aller chercher mon téléphone. D'accord? Dans la maladie de Parkinson, donc pour chaque mouvement que j'exécute, en fin de compte, j'ai un lutin, un chemin. Dans la maladie de Parkinson, tous mes chemins sont intacts. Vous avez tout, il n'y a rien qui manque, hein. Tout est là. Sauf qu'en fait, vous n'avez plus qu'un lutin. Donc, n'essayez pas de faire 10 choses à la fois. Vous allez demander à votre lutin, en fin de compte, de faire 10 trucs. Il est tout seul, le pauvre. Il ne va pas pouvoir. D'accord? Ne lui demandez pas
d'accélérer, c'est-à-dire de faire, vous êtes en train de marcher et puis tout d'un coup, vous avez décidé en plus de cueillir une feuille et en plus de faire… Non, non, ça va pas être possible. OK? Et ça aussi, c'est très important pour les aidants parce que si le mari de… Je prends Marie-Hélène comme exemple parce que on a vu Eric, son mari, tout à l'heure. Si Eric dit à Marie-Hélène, il faut que tu mettes tes chaussettes, tes chaussures, prends tes clés, mets ton manteau, mets ton chapeau et va dans la voiture. Je ne suis pas sûre que tout… Enfin, je ne connais pas assez Marie-Hélène pour savoir si elle est capable de le faire ou pas, mais je pense que c'est peut-être un peu difficile. Par contre, si Eric lui dit, dans une demi-heure, on va chez Hélène, chez le kiné, il faut que tu sois prête, il n'y aura aucun problème. D'accord? Donc, un ordre, pas deux, d'accord? Comme ça, il y a moins de disputes, il y a moins de conflits et c'est beaucoup plus fluide. Voilà. Donc ça, c'est vraiment deux choses très importantes. La rééducation, toute l'activité physique en fait, parce que moi, enfin, dans ma rééducation, c'est ça, c'est de l'activité physique en grande majorité. Je dis toujours que la pathologie de Parkinson, c'est pour ça que je vous ai mis cette photo-là, c'est en fin de compte une montagne. Mais vous savez qu'il existe des starters dans cette pathologie. Et en fait, le starter, là, c'est les marches de cet escalier. En fait, si on va marche par marche, si on gravit petit peu par petit peu, en fin de compte, on y arrive au sommet. Et il n'y a aucun souci pour pouvoir avancer. Vous allez voir, il y a que des trucs et des astuces, en fait. La particularité de la prise en charge, parce qu'il y aura peut-être des questions là-dessus, on va comme ça le dire tout de suite. Qu'est-ce que c'est qu'une prise en charge d'activité physique ou de rééducation ou de kiné, comme vous voulez? Qu'est-ce que c'est que cette intensité? Parce que maintenant, on parle effectivement d'une prise en charge avec intensité, avec beaucoup d'intensité. Il faut que dans la difficulté de l'effort fourni, il y ait la fatigue. Comme on disait tout à l'heure, en fait, l'activité physique d'un patient qui reste au fauteuil et qui est au fauteuil devant sa télé toute la journée ne va pas être la même. Je ne vais certainement pas lui demander la même chose qu'à Eric qui va courir tous les matins. Eric, je vais sans doute lui donner plus de poids, plus de choses lourdes, plus de difficultés que à Monsieur X qui a 85 ans et qui passe sa journée devant la télé. Mais que ce soit pour l'un ou pour l'autre, je vais quand même parler d'intensité de rééducation. C'est-à-dire que la difficulté, il faudra qu'elle aille jusqu'à la fatigue. Ce n'est pas l'épuisement, rien à voir. Si vous êtes épuisé après une séance de kiné, après un effort, c'est que vous y avez été trop fort. Et ça, ce n'est pas forcément terrible. Par contre, si vous allez jusqu'à la fatigue, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Il faut sortir des séances de kiné ou de la rééducation ou du sport ou de l'activité en disant « Ouf, voilà, c'est bon, ça suffit ». C'est ça la fatigue en fait, et chacun a la sienne. La fréquence de l'entraînement, j'aurais tendance à dire tous les jours, mais ça c'est utopique et puis on peut aussi penser à autre chose et faire autre chose dans la vie. Donc 3 fois par semaine, c'est génial, c'est vraiment super. La régularité, c'est sur du long terme, quand je prends des patients en charge, effectivement, c'est sur du long terme, on est bien d'accord. Après, la prise en charge kiné, c'est vraiment selon le patient. J'ai des patients que je vois 2 fois par semaine. J'ai des patients que je vois 1 fois toutes les 5 semaines. Donc vous voyez, en fait, c'est d'autres tous les 15 jours, d'autres tous les 3 semaines. Enfin, c'est vraiment selon le patient et si je vois qu'il coopère et qu'il fait les exercices à la maison, à ce moment-là, il n'a pas besoin de moi, quoi, Je me retire de sa vie, il n'a pas besoin de voir sa kiné toutes les semaines, bien entendu, C'est vraiment selon le patient et sa motivation. Qu'est-ce qu'il faut faire? De l'individuel ou du collectif? J'aurais tendance à dire les 2, mon capitaine, en fait, oui, l'HAS recommande l'individuel, mais n'est pas contre l'HAS, c'est la Haute Autorité de Santé, recommande l'individuel, oui, mais n'est pas du tout contre le collectif. Moi, je trouve le collectif merveilleux. Enfin, voilà, j'ai des patients qui viennent à 3, j'ai des patients qui viennent à 2. Depuis cette année, maintenant que le livret de France Parkinson est sorti, j'avais un peu plus de temps et je voulais mettre ça en place au cabinet. On reverra ça tout à l'heure. J'aurai des diapos là-dessus. J'ai fait des groupes de training. Donc là, j'ai des patients qui sont plus de… Voilà. Après, dans les cabinets, quelquefois, on n'a pas le droit, donc il ne faut pas le dire trop fort. Mais voilà, c'est par petits groupes. C'est très riche, c'est très enrichissant. Pour moi, oui, mais pour les patients aussi. Je trouve que c'est très motivant.
L'auto-rééducation, bah, je vous l'ai dit, si les patients travaillent chez eux, bah, c'est tout bénef, hein, c'est tout bénef pour nous, puis c'est tout bénef pour eux en fait, hein. Moi, je dis toujours qu'il faut tenir un carnet ou un cahier où tous les exercices que vous connaissez, vous les notez, la marche que vous faites, le vélo que vous faites, l'activité, même le chant, enfin, si vous faites partie, voilà. Tout ce que vous pouvez faire, vous mettez ça sur une semaine ou sur un mois et vous cochez quand vous l'avez fait. Vous mettez le nombre d'heures ou le nombre de minutes, même si c'est 5 minutes. Mais si c'est 5 minutes 3 fois par jour ou si c'est 5, enfin voilà, chaque minute est intéressante. Donc, faut surtout pas tenir quelque chose, marquer ce que vous faites. Ça, c'est très, très important. Et la prise en charge en centre, alors là, vous allez me dire, mais nous, on n'en a pas chez nous, on n'en a pas ceci, on n'a pas cela. Effectivement, il existe de plus en plus de centres, des centres de rééducation. Et moi, je suis bien persuadée que là, si dans chaque centre, la rééducation est vraiment intensive, ce qu'il faudrait, l'idéal, mais ça ne se fait pas en France, hein, parce que ça ne se fait pas ailleurs non plus, mais ce serait d'y aller une fois par an pendant 3 semaines. Ça, ce serait formidable. Après, si vous allez 3 semaines en stage intensif dans un centre de rééducation, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter le kiné ou l'activité physique tout le restant de l'année. D'accord? Ça, c'est ce qu'on disait il y a 15 ans, par exemple, à Paris. Les stages que je faisais à Paris il y a 15 ans, on disait, si vous arrivez à aller une fois par an en centre, arrêtez d'aller chez le kiné. Non, ça, c'est terminé, puisqu'il faut de l'activité physique plus soutenue. Non, non, on continue toute l'année, bien entendu. Alors, les grands principes de la rééducation, pourquoi je vous ai mis ça? Parce que pour que vous compreniez qu'est-ce que vous allez chercher dans votre rééducation, dans la prise en charge avec les professionnels. Les grands principes de la rééducation, c'est l'attention. C'est-à-dire que moi, je fais toujours attention à ce que mon patient soit vraiment avec moi, qu'il ne soit pas en train de penser qu'après, il y a des courses, qu'après, il y a de la famille, qu'après… Non, non, il faut qu'il soit vraiment là. D'accord? Donc, moi, je joue beaucoup avec les yeux. Je joue beaucoup avec le comptage. C'est pas forcément moi qui compte les exercices, ça peut être mes patients. C'est pour ça que n'hésitez pas quand vous faites des exercices vous, chez vous, de compter haut et fort. Enfin, haut et fort, sans déranger tout le monde, mais on peut compter un, deux, voilà. Mais c'est à vous de compter et à voix haute, pas dans votre tête. Ça, c'est important. Bon, l'amplitude maximale, comme grand principe, je pense que vous l'avez compris et que vous allez voir tout au long de l'après-midi. Là, on va vraiment parler que de ça, en fait, hein, de cette amplitude. On dit toujours que les parkinsoniens sont lents. Oui, pas tous, hein, pas du tout, mais ils sont lents peut-être. Et donc, il faut peut-être les motiver pour qu'ils aillent plus vite. Alors, surtout pas. C'est vraiment, je pense, le seul drapeau rouge qu'il y a dans ma rééducation, c'est on ne presse pas, on ne pousse pas, on ne tire pas. Non, on laisse faire avec le rythme qu'il a, mais l'amplitude maximale, et on le verra sur les exercices, va engendrer une vitesse supérieure. Mais on va travailler que sur l'amplitude, jamais sur la vitesse. D'accord? On va répéter les exercices, ça oui. C'est toujours minimum 4. Il a été prouvé que si on fait un mouvement 4 fois, on ne le perd jamais. Donc, on va les répéter. Certains, vous allez voir tout à l'heure, on va faire des exercices ensemble. 4, ça suffit. C'est pas la peine de les répéter plus. C'est pas des exercices de renforcement, c'est pas des exercices, voilà. Mais on les fait parce qu'ils sont quand même importants dans la vie de tous les jours. Donc, on les fait 4 fois. Et puis certains, on les fera 25 fois, on les fera 30 fois. Voilà. Ça dépend des exercices. On verra ça ensemble. L'indissage, oui, parce que je vous ai dit tout à l'heure, le cerveau va vous dire d'aller à 60% et vous voulez aller à 100%. Comment on peut faire? Ben, on se dit, bah, tiens, je vais tendre mon bras jusqu'au coussin là-bas. D'accord? Jusqu'au vase, jusqu'à la plante, jusqu'à la table. On se sert d'objets pour savoir si on est vraiment à fond dans nos mouvements. OK? Et le recalibrage, bah, c'est un peu pareil que l'amplitude maximale, c'est-à-dire qu'en fait, on va recalibrer pour que cette hypométrie, cette lenteur, cette petitesse de certains mouvements soit de nouveau assez grand pour pouvoir vivre tout à fait normalement. D'accord? Je vous ai mis cette diapo parce que c'est pas une diapo que j'ai faite pour vous. C'est une diapo que je donne dans mes cours à l'école de kiné ici à Nantes pour leur expliquer des choses
plus précise. Et j'ai trouvé intéressant de vous la mettre, parce que là, je vous ai parlé déjà pas mal de choses. On va commencer par la grande bleue. La tâche motrice est une résolution de problèmes. En fait, ce qui se passe dans le cerveau du parkinsonien, c'est que quand il veut faire des mouvements complexes, c'est-à-dire un peu compliqués, du coup, tout devient un peu complexe. C'est-à-dire que même quand on va du coup séparer les mouvements compliqués, on va plutôt en faire une succession de mouvements simples pour le résoudre, pour pouvoir continuer à le faire, mais on va penser, parce que vous savez, il n'y a qu'un lutin, donc si on fait plein de choses en même temps, on n'y arrivera pas. Donc ce mouvement un peu compliqué, on va le diviser, et puis on va en faire des mouvements simples. Et on va réaliser tout les uns après les autres, très simplement. Mais tout ça, c'est un travail cognitif, c'est-à-dire c'est un travail cortical. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous bossez au niveau moteur, c'est également un travail cognitif. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut commencer tôt. C'est-à-dire que plus vous allez commencer tôt l'activité physique, plus votre cognitif va gérer tout ce que vous devez, à quoi vous devez penser, à tous les mouvements, décomposer, à faire dans une grande amplitude, le recalibrage, tout ce qu'on a vu dans la diapo d'avant. Et du coup, vous continuez en fait à faire plusieurs mouvements à la fois. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure, mais on ne peut pas en faire plusieurs à la fois. Si on le travaille très tôt, en fait, on va tout à fait pouvoir continuer à faire plein d'exercices en même temps. OK ? Donc, par exemple, sur la petite ovale bleue, la double tâche, c'est-à-dire du cognitivo-moteur, oui, effectivement, si vous comptez en même temps que vous faites des mouvements, là, il faut déjà deux lutins. Mais c'est parce que vous avez juste multiplié les lutins. En fait, c'est ça la rééducation. C'est juste ça. Moi, je suis une multiplieuse de lutins. C'est ça, en fait, mon rôle. C'est-à-dire que pour les mouvements compliqués, je vais vous apprendre à les faire. On va les faire, on va les refaire, on va les refaire, on va les réautomatiser. On va repasser par le mouvement automatique et non plus volontaire. Et du coup, tout est cognitif, tout est moteur. Et tout ça, ça se mélange. Et en fin de compte, on multiplie les lutins. Donc, on peut refaire des choses qu'on ne faisait pas. Ça, c'est une certitude. D'accord ? Il y a quelque chose aussi on est bien d'accord qu'il y a une asymétrie musculaire. Ça, je voulais vous en parler. C'est-à-dire qu'on sait que dans cette pathologie, les mouvements qui sont pliés, les muscles qui plient le corps sont très costauds. D'accord ? Et les muscles, par contre, qui ouvrent, ce qu'on appelle les ouvreurs, c'est-à-dire qui étendent, qui redressent, voilà, sont beaucoup plus faibles. Donc, il va falloir étirer effectivement ces muscles qui normalement nous tirent vers l'avant, et il va falloir muscler les muscles qui sont derrière. D'accord ? Allez, diapo suivante. Ça, c'est ce que j'ai. Moi, j'ai plein de fiches plastiques à mon cabinet qui sont sur les murs pour que les gens les voient, parce que j'ai toujours des stagiaires, comme je suis prof à l'école. Du coup, j'ai toujours des stagiaires au cabinet. Donc, s'ils oublient quelquefois quelque chose, ils ont des grands trucs comme ça. Des fiches plastiques qui sont imprimées. Et puis, tous les exercices que je peux donner à mes patients sont sur fiches plastiques. Comme ça, je peux leur photocopier les fiches et puis leur donner pour rentrer à la maison. Ça, c'est ce que vous pouvez faire chez le kiné. C'est le résumé de ce qu'il faut faire chez le kiné. On va faire de la mobilisation passive. Alors ça, vous ne pouvez pas le faire tout seul à la maison. Donc ça, c'est à votre kiné de le faire. Si vous en avez besoin. Moi, j'ai des patients qui n'en ont pas besoin. Je ne perds pas du temps à les mobiliser. On a trop de choses à faire. Donc la mobilisation passive, c'est quoi? C'est le kiné qui vous mobilise le bras, qui vous mobilise… Voilà, d'accord? S'il y a des raideurs, si vous semblez être un peu dans un carcan, si votre membre supérieur est plus raide d'un côté que de l'autre, oui, on va faire de la mobilisation passive. Si tout va très bien, on passe, d'accord? Par contre, il va falloir faire de la marche, ça c'est obligatoire. Il va falloir faire de l'équilibre, c'est obligatoire. Il va falloir gérer le 300%, c'est-à-dire travailler dans une amplitude plus que maximum, c'est obligatoire pendant la séance. Ça, c'est une séance, hein, et tout ça, c'est à chaque fois. On va travailler le redressement avec l'extension, l'ouverture. Ça, c'est voilà, crucial et c'est à chaque fois aussi. Et on va surtout travailler le renforcement musculaire avec de l'endurance et de la fatigue. D'accord? Donc, si vous ne savez pas si… Alors, je ne suis pas gentille, je ne devrais pas dire ça, mais est-ce que vous faites ces 5 points-là chez votre kiné? Oui.
enfin c'est 6 points d'ailleurs, mais la mobilisation passive, c'est un peu entre parenthèses. Est-ce que vous faites ces 5 points-là chez votre kiné ou dans les rééducations ou dans de l'activité? Vous travaillez tout ça? Parfait. Si vous ne travaillez pas ça, il faudrait peut-être penser peut-être à faire un petit peu plus un ou l'autre. D'accord? Ça, c'est des conseils pour tous les exercices. Pour chaque exercice, en fin de compte, vous allez voir, mais on va le faire ensemble tout à l'heure en pratique. Il y a une amplitude maximale. Il y a un début et il y a une fin. C'est-à-dire que vous allez voir qu'on va, on va avoir une position de début, on va avoir une position de fin. D'accord? La fatigue, là, je vous l'ai répété, mais enfin bon, là, ça y est, je pense que vous avez bien compris. Il faut compter les mouvements à voix haute pour maintenir votre attention et noter dans un carnet. D'accord? Et là, je répète parce que ça, je pense que c'est vraiment très important. La vitesse ne viendra qu'après l'amplitude maximale. D'accord? Alors, la rééducation, là, je vous ai fait 3 diapos sur qu'est-ce qu'on peut trouver en plus précis, qu'est-ce qu'on peut travailler chez le kiné. Parce que depuis 25 ans que je suis entourée de parkinsoniens matin, midi et soir, c'est quand même très souvent que j'en ai pris plein mon grade en fin de compte, et c'est normal, ce n'est pas un reproche, c'est tout à fait logique. Avec des gens qui me disaient dans les différentes conférences, mais moi je vais chez mon kiné, c'est nul. En fait, je fais rien. Je fais 5 minutes de vélo et après il me dit de m'en aller, ou je fais 5 minutes de planche, ou il me fait que du massage. Mais je suis d'accord avec vous, hein, tout à fait d'accord. Donc là, je vous ai mis tous les points qu'on pouvait travailler dans une séance de rééducation. De la mobilisation passive, on en a parlé. Du massage, oui, j'ai rien contre le massage. Moi, je suis très, très masseuse, parce que j'ai été diplômée en 91, donc à l'époque, on travaillait beaucoup avec le massage. Pas à chaque fois. C'est-à-dire que oui, un patient arrive, il est crevé, il en peut plus, il est déprimé, ça va pas, enfin voilà, et puis puis ras-le-bol. Ben, on passe une demi-heure à masser son patient. Je trouve ça juste génial. On discute, voilà, et puis on fait un bon massage. Ça peut être très important. L'important de la première séance, oui. En fait, moi, je fais un bilan avec mes patients pendant 1 heure et quart au début. Et après, je fais une première séance la semaine d'après, où là, on apprend beaucoup de choses, mais on va la faire ensemble parce que comme je voulais vous faire de la pratique un petit peu, on va refaire cette première séance ensemble pour que vous compreniez les choses et celles qui sont vraiment importantes. Et après, dans tout ce qui est mobilisation, ce que nous on appelle mobilisation active et rééducation, que travaille-t-on chez le kiné? Et là, je vous ai mis voilà, du redressement postural, de l'entretien et du réentraînement musculaire, de l'activité physique. On peut faire du sport chez le kiné, de la marche, de l'équilibre. On travaille les transferts. On va travailler le déficit d'intégration proprioceptive. Vous allez me dire, c'est quoi ce mot grossier? C'est juste que quelquefois, on ne sait pas trop où est notre corps, si on est bien droit, si on est. Tout ça, ça se travaille aussi avec le kiné. On va faire des étirements. Je vais donner des conseils pour le tremblement. On va pouvoir travailler pour certains patients qui en ont besoin, on va pouvoir travailler sur la rétropulsion. Il y a certains patients qui sont attirés un petit peu par l'arrière. Donc ça, c'est très, très important. Il faut vraiment bosser ça. On va faire de la coordination, un travail respiratoire, on va travailler les mimiques, le sourire. On va faire de l'écriture parce que même si l'écriture, la voix, le chant, je le laisse très volontiers à mes collègues orthophonistes. C'est leur travail, c'est pas le mien. Mais en fait, il y a des choses qu'on peut préparer pour qu'elles aient plus de facilité à vous apprendre à écrire. Donc ça aussi, ça se travaille chez le kiné. S'habiller, se déshabiller, il y a plein de petits trucs et d'astuces. Moi, je travaille énormément en musique. La musique est tout le temps à fond dans mon cabinet. Et chez vous, ce serait bien que ce soit pareil parce que c'est vraiment très facilitateur. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut faire. OK? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la première séance. Moi, je la trouve super importante. Donc, si vous voulez vous mettre sur une chaise, voilà, comme si vous étiez vraiment en face de moi, on va pouvoir faire quelques petites choses. Euh, pour moi, ce qui est très très important, c'est cette position assise. Alors, si je me recule, on va
toujours faire les exercices. On va commencer les exercices en position assise. Après, avant ça, vous voyez, c'est marqué les lunettes en troisième position. Je ne sais pas si vous portez des lunettes ou vous ne portez pas de lunettes. Si vous portez des lunettes, moi je ne vous vois pas, hein, donc vous allez jouer le jeu. Comment sont vos lunettes? Où est-ce qu'elles sont positionnées? D'accord? Est-ce qu'elles sont toutes comme les miennes? Très bien. Si elles sont un petit peu comme ça, et pas beaucoup, hein, vous voyez, je n'ai pas fait beaucoup là, hein, je n'ai pas descendu mes lunettes beaucoup. Vous n'allez pas faire comme ça, c'est-à-dire que vous n'allez pas lever le menton, ça c'est pas vrai. D'accord? Vous allez faire ça tout le temps. Au bout de quelques mois, ce petit schéma-là de regarder au-dessus de ses lunettes, c'est juste une catastrophe. Personne n'en a parlé. Vos conjoints vous ont toujours vu regarder par-dessus vos lunettes, donc personne ne vous fait de réflexion. Le médecin, il vous voit 10 minutes, il ne va pas vous dire de repositionner vos lunettes, il va trouver que c'est sans doute un petit peu déplacé. Moi, c'est vraiment la première chose que je vous fais. D'accord? Si vos lunettes ne sont pas exactement positionnées là, d'accord, allez chez l'opticien demain, non, c'est le 1er mai, lundi, d'accord, pour soit vous acheter un cordon pour les fixer derrière, soit vous les faites resserrer. Normalement, moi, c'est la première chose que je demande à mes patients. Si la fois d'après, ce n'est pas fait, ils savent que je ne les prends pas en rééducation. D'accord? L'intérêt de vieillir, c'est qu'on appuie plus. Quand j'étais jeune, je n'osais pas ce genre de choses. Maintenant, ils sont prévenus. Ceux qui ont des lunettes qui tombent et qui me regardent par-dessus, à la deuxième séance, il faut absolument que les lunettes soient repositionnées. Ou alors, en fin de compte, ce n'est pas la peine que je me donne du mal. D'accord? Donc, la position des lunettes, super important. Après, la position, alors là, ça va être plus chaud pour que vous me voyez. Ah, vous n'allez pas me voir en entier. Hop, on va faire comme ça. Là, vous ne me voyez pas encore. Là, vous ne voyez pas mes genoux. En fait, attends. La première chose qu'il faut faire, c'est la position de vos pieds. Il faut absolument que vos 2 pieds soient posés au sol. La plupart, je dis ça parce que vous allez me dire, mais non, moi je suis comme ça. Non, la plupart des Parkinsoniens, ils ont les pieds croisés et sous la chaise. D'accord? À 90%. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous ne soyez jamais sur le dossier de votre chaise. D'accord? Que vous soyez un petit peu en avant de la chaise, au bord de la chaise si vous voulez. OK? Là, si je me mets de profil, vous voyez bien en fin de compte que je suis loin. OK? Ce que je veux, c'est que vos pieds soient au sol. Vous n'allez pas pouvoir me voir tout, mais imaginez que mes pieds sont bien au sol. Imaginez surtout que mes genoux, là, vous les voyez un petit peu plus. D'accord? Mes genoux sont écartés. Et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que mes pieds sont au sol. Si j'ai mes genoux serrés comme ça, voilà comment je me tiens. Ça, c'est biomécanique. Pour que vous voyez mieux, je vais enlever mon foulard. D'accord? Ça, c'est biomécanique. C'est-à-dire que si j'ai les jambes serrées, les pieds un peu… Hop, je suis comme ça. OK? Si j'ai mes pieds au sol, mes genoux écartés, comme ça, en fait, mon bassin peut basculer à l'intérieur de mes genoux. D'accord? Et je peux me redresser. Donc là, je suis dans une position juste parfaite. OK? Ça, c'est très, très important. Donc, la position assise, ça va être en fin de compte, les pieds au sol, les genoux écartés, ça va vraiment être notre position de départ de tous les exercices qu'on va faire. À chaque fois que vous allez faire des exercices, on se met dans cette position-là, on va faire l'exercice, on va en faire après. Et puis après, vous pouvez aussi finir, on l'avait vu au début, on va finir les exercices dans cette position-là. D'accord ? Les pieds, on l'a dit, les lunettes, on a dit. Pourquoi il y a des post-it et des yeux sur ma diapo? Simplement parce que cette position-là, si je pouvais un petit peu la travailler, alors je vais reparler à Lucille, en fait, moi je vais vous donner des heures supplémentaires. Pourquoi? Parce que même si vous travaillez, vous allez pouvoir poser des petits post-it. Vous aimez lire, vous allez poser un petit post-it dans le coin de votre bouquin, vous faites de l'ordinateur dans le coin de l'ordinateur, dans le coin de la télé, dans le coin de la glace quand vous allez vous laver, au milieu de l'horloge, dans la cuisine. Ça, c'est super parce qu'on n'arrête pas de regarder l'heure. Hop, au milieu de l'horloge, il y a un petit post-it de couleur. Et Lucille, dans la journée, même au boulot,
si vous vous positionnez dans cette position-là, vous allez me dire, mais je ne vais jamais tenir toute la journée. En fait, plus vous allez le faire et plus vous allez tenir de temps. Moi, en fait, je suis tout le temps comme ça, parce que je travaille avec mes patients tout le temps. Mais au début, je n'étais pas comme ça il y a 25 ans. C'est au fur et à mesure. Si vous mettez des petits post-it, même si vous êtes de temps en temps comme ça, et vous avez raison, vous avez le droit d'être avachi pour regarder la télé, pour faire ce que vous avez envie de faire, et même à votre travail, vous avez le droit d'être avachi, mais de temps en temps, vous regardez le post-it qui est collé, oh, vous dites, ah, comment je suis? Je suis dans une bonne position, ah non, je ne suis pas dans ma bonne position, hop, vous vous remettez dans la bonne position. Si dans votre vie de tous les jours, vous mettez 5 post-it, moi, je pense que vous les regardez excessivement. En fait, on croise les post-it beaucoup, beaucoup dans la journée. Mais au minimum, si vous les croisez que 10 fois, ben 5 fois 10, ça fait 50 exercices, Lucille. Ben ça y est, là, j'ai déjà 50 exercices de plus. D'accord? C'est ça, en fin de compte, hein, la rééducation. C'est ça qui est très important. On va juste voir, dans cette première séance, moi, je travaille beaucoup à ce moment-là. La mobilisation, c'est à ce moment-là que je le fais aussi. Je parle de la hargne parce que souvent mes patients me disent « mais moi je ne suis pas hargneux ». En fait, on va essayer de le devenir ensemble parce que la hargne permet aussi, l'énervement permet de faire certains exercices, de faire certains trucs qu'on a du mal. Mettre un pull, la manche elle glisse pas là parce qu'en fin de compte c'est un pull en polaire sur un autre pull en laine. On est tous d'accord que ça n'a jamais glissé. Si on met avec un peu plus de hargne, en fait ça va passer. Et ça, la hargne est aussi un truc et une astuce qui va nous aider dans la vie de tous les jours. Les starters membres supérieurs, qu'est-ce que c'est? C'est juste ça, d'accord? On va commencer certains exercices, effectivement, en tapant comme ça sur ses genoux. Vous pouvez le faire en même temps que moi, bien entendu. Hop, on tape comme ça fait comme un rebond et ça permet effectivement quelquefois, hop, on va chercher les exercices beaucoup plus facilement. Ça met en fin de compte un peu de hargne dans ce qu'on est en train de faire. D'accord? Ça peut aussi nous aider, hop, à nous lever. Voilà, ok? On tape, on se penche bien et on se lève beaucoup plus facilement. Ça, c'est vraiment une très, très bonne astuce. Dans le fait de se lever, n'oubliez pas de bien vous pencher d'abord. Plus vous allez vous pencher, plus ça va être facile. On tape, on se penche et on se lève. D'accord? Et la marche physiologique, on le verra plus tard. On peut passer à la diapo suivante. Alors ça aussi, ce sont les exercices. Je pense que la diapo de droite, moi je ne la vois pas parce que je suis devant, mais ça n'a pas d'importance, je la connais par cœur. C'est cette position-là. Donc je vous ai fait un dessin, voyez, en fin de compte pour vous remontrer, les pieds sont au sol, les genoux sont écartés et on est redressé. D'accord? Le premier exercice qu'on va faire, c'est sur le deuxième en partant de la droite, avec les exercices des épaules. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire tous les jours. Il n'y a vraiment aucun souci. Vous allez le faire avec moi. On va lever les épaules le plus haut possible et tac, on lâche. D'accord? On lève les épaules le plus haut possible et on lâche d'un coup. Cet exercice-là, vous pouvez le faire tous les jours. Ça ne sert pas à grand-chose de le faire plus de 4 fois. Non, 4 fois, c'est très bien. OK? Donc, on lève les épaules, allez-y. Hop, on lâche. D'accord? Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est l'exercice que j'appelle l'exercice des omoplates. On va aller, voilà, vraiment toucher. Je me mets de côté pour que vous voyez peut-être un petit peu plus. On va vraiment essayer d'aller rapprocher les deux omoplates à l'arrière, vraiment le plus possible. D'accord? Et celui-là, comme ça, on va le tenir 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Ça, c'est vraiment, celui d'avant, il faut le faire parce que c'est un des exercices que vous perdez assez vite. Donc, il faut le faire. 4 fois, c'est bien. Celui-là, celui d'après, cet exercice des omoplates, il est primordial, quoi, vraiment. Ça, il faut le faire tous les jours. Si vous pouvez, si vous avez le temps, si vous avez 30 secondes, vous faites cet exercice-là, il est vraiment très, très important. Qu'est-ce que vous tenez 5 secondes et vous le faites, je ne sais pas moi, 6 fois, 8 fois. Pas la peine d'aller plus, mais 8 fois ou 8 fois. 6 fois ou 8 fois. L'exercice d'après, c'est mon exercice phare. Ceux qui me connaissent un petit peu m'ont déjà vu en parler, m'ont déjà vu le faire, parce que c'est un exercice que j'ai inventé
en mêlant bien entendu du 300% et tout ce qui peut être fait en redressement, en ouverture et en extension. Vous voyez, donc en fait, j'ai mêlé tout ce qu'on pouvait avoir, tout ce qui est hyper important. Donc, on va le faire ensemble pour que vous le voyez bien. Je vais vous le faire face à vous, puis après, je le ferai sur le côté pour que vous imaginiez bien ce que c'est. Donc, le mouvement parfait, pourquoi j'ai appelé ça comme ça? D'ailleurs, dans le livret, il n'est pas appelé mouvement parfait parce que, voilà, moi, je l'appelle le mouvement parfait parce qu'il est parfait. Il est parfait pour vous. Il est juste génial. Donc, du coup, pourquoi pas l'appeler par le nom qui lui convient. Donc, le premier, on met les mains comme ça, on tend les bras. Mes coudes sont très tendus. Hein. Vous voyez mes coudes? Mes coudes sont très tendus. Puis, je monte le plus haut possible. Là, j'ai le casque, c'est pas facile. Le plus haut possible au-dessus de ma tête. Puis je descends derrière. Et là, mes mains sont là. Si je vous montre mes doigts peuvent être comme ça. Hein, c'est pas forcément comme ça. Là, mes mains sont derrière mon cou. Mes coudes sont tirés en arrière le plus possible. Mon menton est redressé. Et je tends les bras le plus possible de chaque côté. Et mes doigts, vous voyez, mes doigts sont très, très écartés. Et là, je maintiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je relâche. Et quand je relâche, vous avez vu dans la position dans laquelle je me trouve. C'est-à-dire que j'ai commencé mon exercice redressé, j'ai fait mon exercice. Voilà. Et là, je maintiens 8 secondes. Et quand je relâche, je suis encore redressé. D'accord? Ça, c'est le mouvement parfait. Je vais vous le faire de côté si vous voulez. Donc, c'est pareil. On tend devant. On lève le plus haut possible. On met les mains derrière le cou. On tire les coudes en arrière. On tend les bras sur les côtés. Mes doigts sont très écartés. Et je maintiens pendant 8 secondes. Et je relâche. D'accord? Les deux exercices d'après, je vous les ai mis, enfin voilà, c'est un travail avec un bâton, on peut taper le bâton et lever le bâton le plus haut possible comme ça. Par contre, quand on est en haut avec le bâton, ça ne sert à rien de rester là-haut. Hein. Vous redescendez automatiquement, on starte le bâton et on lève et on redescend. On starte le bâton et on lève. Là, on n'a pas de bâton, mais ce n'est pas grave. Ou l'autre à côté, c'est vraiment je vais chercher le plus haut possible. Donc, vous voyez, souvent, vous êtes comme ça. Et moi, je vous dis encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut. On se redresse complètement et on essaie d'aller chercher le plafond. D'accord? Donc ça, ce sont les exercices que je vous apprends, moi, à la première séance et que vous pouvez faire dès demain. Voilà. Et si vous devez n'en faire qu'un de tout cela, c'est le mouvement parfait, bien entendu, en pensant bien vous mettre dans la bonne position avant de partir. D'accord? On change de diapo? Alors là, on l'a déjà fait, donc on va pas. Là, c'est encore la position assise. Je vous l'ai remis en plus grand. Donc, vous voyez, c'est vraiment les pieds au sol, les genoux écartés, on est redressé, voilà, et la tête, voilà. D'accord? Et le starter membre supérieur, on l'a vu tout à l'heure. On peut passer. Je vous ai mis quelques diapos pour vous montrer en fin de compte les choses phares qu'on peut faire dans la rééducation, qu'on peut travailler dans la rééducation. Alors, le redressement postural, les post-it, je vous en ai parlé tout à l'heure. Quand je mets penser au big, le big, c'est le 300% en fait. Hein. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi on l'appelle le big. Je vais vous parler de ça, de cette technique qui s'appelle la LSVT big. Moi, j'emploie plus tellement ce mot big parce que, après tout, le 300%, ça parle autant. Donc, effectivement, dans le redressement postural, qu'est-ce qu'on va travailler? On va travailler avec les post-it. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La position des pieds, toujours. Mettez vos pieds au sol. Le mouvement parfait, on vient de le faire. Les exercices inauguraux, qu'est-ce que j'appelle les exercices inauguraux? C'est tous les petits exercices qu'on vient de faire, c'est-à-dire le lever des épaules, le mouvement qui va en arrière, le mouvement qui va toucher le plafond d'un côté le plus haut possible, et le mouvement avec le bâton où on tape et on lève le bâton au-dessus de la tête et nos yeux suivent le bâton, on va regarder le bâton. D'accord? Par contre, effectivement, je vous ai mis en jaune là, je vous ai parlé de l'inclinaison latérale du tronc.
euh, il y a quelques fois chez certains patients, mais ne prenez pas mes paroles pour dire ah bah je vais avoir ça. Non, 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 c'est pas ça du tout. Mais il faut en parler parce que pour moi, c'est juste une plaie dans cette pathologie. C'est ce qu'on appelle l'inflexion latérale. En fait, on a vu tout à l'heure que effectivement, il y a des muscles enrouleurs qui sont très très costauds et les muscles derrière qui sont ouvreurs, ceux-là, ben, ils sont moins costauds. Donc on a tendance à s'enrouler. Donc on a dit tout à l'heure, ben, il faut renforcer les muscles de derrière. Je suis d'accord. Hop, là d'ailleurs, je me remets en position. Et là, ils sont en train de travailler. Mais il y a des muscles de chaque côté du corps. Et là aussi, il y a souvent un côté qui est plus costaud que l'autre. Et donc, certains patients, pas tous, loin de là, ont tendance peut-être à être un peu plus d'un côté, comme ça. Alors ça, on est bien d'accord qu'il ne faut pas laisser faire, du tout, du tout, du tout, du tout. Et que là, le travail du kiné va changer, c'est-à-dire que s'il y a une toute petite inflexion comme ça sur un côté, au lieu de faire des exercices symétriques, hein, vous avez vu depuis tout à l'heure, en fin de compte, je fais autant travailler un côté que de l'autre, on va plus travailler l'ouverture de ce côté-là. S'il se ferme, j'exagère, mais s'il se ferme comme ça, vous pensez bien qu'il va falloir exercer plus ce côté-là. Mais s'il se ferme comme ça, on ne va plus tirer de ce côté-là, du tout. C'est-à-dire qu'on ne va travailler que de ce côté-là, que du côté de l'inflexion latérale. D'accord? C'est-à-dire que le mouvement parfait aussi va être changé. C'est-à-dire que si vous êtes un peu comme ça, un peu, hein, j'exagère toujours, on va faire le mouvement parfait comme tout à l'heure, là, mais ici, hop, on va venir ouvrir plus de ce côté-là. Voyez? Mais ça, c'est à voir avec votre kiné. Il sait très bien quel mouvement faire s'il y a un déséquilibre d'un côté ou de l'autre. Hein? D'accord? Ah, ça c'est mon dada avec l'inflexion latérale. C'est ce redressement de départ là. En fait, moi j'ai un souci avec mes patients parkinsoniens depuis 25 ans, c'est qu'ils sont trop rapides. Tout le monde dit, ah, bah, les parkinsoniens, ils sont lents. Moi, je ne dis pas qu'ils sont lents. Moi, je dis qu'ils sont à leur rythme, ce qui est complètement différent. Ils peuvent être à un rythme en dessous du mien, mais ça, c'est pas très grave. Ils sont à leur rythme et leur rythme est très bien. Mais ils font encore trop vite. Pour moi, ils sont encore trop rapides. Ils font trop vite les choses. Et la plupart du temps, eh ben, ils se lèvent et puis ils partent. Vous avez vu ce mouvement que j'ai fait là, d'accord? Je ne me suis pas levée, redressée et partie. Non, en fin de compte, hop, je suis partie d'un coup. Et ça, par contre, c'est très, très important. Là, il va falloir prendre du temps. Ça demande à peu près 1 seconde. Donc, ce n'est pas non plus voilà, le temps de toute la journée. Mais que vous soyez assis, au moment où vous allez vous redresser, il faut vraiment vous redresser complètement. Et si vous étiez déjà debout, quelquefois, on peut être à la table. Vous voyez, si je suis à ma table, là, voilà, je travaille et puis je pars parce que j'ai quelque chose d'autre à faire. Non, ce qui va se passer, c'est qu'on va se redresser et on va partir. C'est ce que j'appelle les 15 degrés. Ça, il faut y penser. Ça peut être aussi travailler un peu avec les post-it. Les post-it peuvent nous aider à ces 15 degrés. C'est-à-dire que si ce redressement de départ, avant le départ, vous ne le consommez pas, votre marche ne peut pas être bonne après. Et il y a énormément, énormément, énormément de problèmes de marche qui sont résolus dans la pathologie de Parkinson seulement en pensant, en fin de compte, qu'on soit assis, on se lève et on se maintient très droit, ou alors on était déjà debout, on part, mais avant de partir, on se redresse. Et le fait de se redresser va vous permettre de nettement mieux marcher, de bien poser ce qu'il y a à poser pour la marche, c'est-à-dire le talon, et par exemple d'avoir un balancement des bras qui revient un petit peu. C'est vraiment ce redressement de départ qui est très très important. Alors après, ah ben là je vous ai remis, c'est une erreur de ma part, je vous ai remis 2 fois les mêmes exercices, mais en plus grand, comme ça vous les aurez, là c'est sûr que si vous ne les faites pas, je ne comprends pas, hein. Vous les avez 2 fois. Donc là on peut passer Eric, voilà. Je vous ai mis d'autres exercices de redressement postural.
Parce que forcément, il n'y a pas que ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Il y en a un que j'aime beaucoup, moi, c'est celui-là. On se met dans ma position de départ, toujours, hein, toujours. On va mettre les mains au niveau de la poitrine, comme ça, d'accord? Et puis, on va venir écarter en avançant la poitrine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on pose. Vous voyez, c'est celui qui est en jaune en fait. Hein, d'accord? Il y en a un autre que moi j'aime beaucoup, c'est celui complètement à gauche, ce que j'appelle la brasse, c'est-à-dire, je vais vous le montrer peut-être dans ce sens-là, ça va être peut-être plus facile pour vous, c'est-à-dire qu'on va nager, on est toujours dans la même position, hein, mes genoux sont toujours écartés, mes pieds sont toujours au sol, et je vais le plus loin possible en avant avec mes bras, je reviens sur les côtés, et je reviens comme ça, d'accord? Et je repars, hop, je vais nager devant, et je reviens sur les côtés, et je reviens comme ça. D'accord? Donc ça, je vous ai mis aussi ces exercices-là, parce qu'ils sont pas mal. Puis je vous en ai mis d'autres pour le redressement que vous pouvez travailler chez le kiné, bien entendu. Hein? D'accord? Alors, on passe au point suivant, qui est juste primordial au niveau de la rééducation. C'est l'entretien et le réentraînement à l'effort. Avant, on disait bah faut faire travailler un petit peu les articulations. Non, 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 non. Là, on va faire travailler toutes les articulations, mais avec en force en fait. Hein. On va travailler, je vais me rapprocher peut-être un petit peu. On va travailler effectivement des montées de marche. Ça, c'est facile, du coup, vous pouvez le faire chez vous. Des exercices globaux qu'on a fait là, déjà avec le bâton, avec le ballon. On va faire des steps, du vélo, du tapis de marche, des chevaliers servants, des accroupissements. Tout ça, le chevalier servant, je vous l'ai mis à côté, comme ça vous voyez ce que c'est sur la petite photo. Voilà, on va travailler sur le réentraînement à l'effort, à muscler, à remuscler en fin de compte, à renforcer les muscles qu'il faut. D'accord? On passe à la diapo suivante. Voilà, et là, je vous ai mis des exemples. Alors, moi, je les appelle les 25, parce que ceux-là, tous ces exercices-là, si on arrive, alors, si demain vous n'en faites que 5, vous n'en faites que 5, on est bien d'accord. C'est pas, je ne vais pas vous forcer à faire des exercices comme ça. Mais pourquoi 25? Parce qu'il y a eu une étude qui a prouvé que si ces exercices-là, on les faisait 25 fois, on travaillait aussi l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 groupes qui ont été pris de gens. Il y en a qui le faisaient tous les jours 10 fois, d'autres tous les jours 15 fois, tous les jours 20 fois, et ceux qui le faisaient par contre tous les jours 25 fois avaient un meilleur équilibre à la fin du séjour en centre. Donc effectivement, il faut arriver à 25. Mais ce n'est pas un problème de faire 25 tout de suite. On tend, on sait que ce serait bien d'arriver à 25. Moi, j'ai une patiente qui a d'énormes problèmes de genoux, en plus de son Parkinson. Bien sûr, on n'a jamais été à 25 et on n'ira jamais à 25. Ça n'a aucune importance. On va jusqu'à 15, 16. Voilà. D'accord? Et c'est génial. Enfin, voilà, c'est pas grave. On fait des exercices d'équilibre à côté, d'autres, et puis c'est tout. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, le premier, assis debout, bon, bah, ça, c'est tout simple. Hein. C'est vraiment, effectivement, on s'assoit, voilà, hop, voilà, on se lève, hop, voilà. Hein. Ça, c'est, voilà, et vous voyez effectivement que quand je me lève, voilà, hop, mes mains sont là, d'accord? J'essaie effectivement de faire ça, ou alors plus dur, je l'ai mis dans mon dessin, vous mettez les bras croisés, vous vous penchez bien, voilà, et là du coup, vos mains n'aident pas du tout. Donc c'est un peu plus renforceur, enfin bon, même si vos mains sont sur les côtés, moi je trouve ça très bien. Donc le assis debout 25 fois, super, d'accord? Après, le deuxième exercice, c'est vraiment monter de genoux, ni plus ni moins. D'accord? Et là aussi, c'est pareil. 25 fois, c'est bien. Le troisième, c'est talons-fesses. Donc là, c'est différent. On ne va pas toucher. Hein.
Mon talon, il touche pas ma fesse, mais c'est mon talon qui se remonte vers l'arrière. OK? Voilà. D'accord? De l'autre côté, à droite. Alors, comment je vais vous montrer ça? Je n'ai pas de mur tout près. Vous avez un mur comme ça, si vous voulez, et vous allez, hop, et puis on fait des pompes contre le mur. D'accord? Donc ça renforce le haut. D'accord? Comme si, voilà, hop, hop, voilà. Hop, contre le mur. Hein. Là, il y a un mur. Moi, j'ai pas de mur là dans ma salle, mais voilà, contre le mur. OK? L'exercice d'après, c'est vraiment, vous prenez une chaise, vous prenez quelque chose pour voir, et c'est vraiment votre jambe qui va à l'arrière. D'accord? Le reste ne bouge pas, et vous avez votre jambe qui va à l'arrière. D'accord? Et puis pour finir, pareil, vous avez votre chaise à côté, voilà, et puis la jambe, elle va sur le côté. Voilà. On passe à la diapo suivante. Alors, tout ça, vous ne faites pas. Hein. Vous n'allez pas faire ce genre de choses. Vous n'allez pas faire ce genre de choses tout seul, premièrement, parce que vous n'avez pas forcément de ballon, d'accord, pour faire ce d'en bas, ni d'élastique, ni de tapis, tout ça. Je vous l'ai mis surtout pour celui du haut, le premier, en fin de compte. Hein, d'accord? Parce que il faudrait que je vous le montre. En fait, là, c'est pareil. Vous avez un mur devant vous, d'accord? Vos pieds vont être pas contre le mur, c'est-à-dire le mur, là, on dit que c'est le fauteuil. Vous avez vos pieds qui sont détachés du mur. Vous avez votre ventre qui va venir contre le mur, d'accord? Comme ça. Donc, tout le haut du corps est contre le mur. Vous allez avoir vos mains et votre tête comme ça. Et puis, vous allez décoller ici. Et celui-là, il est vraiment très important. Alors, vous faites des allers-retours jusqu'à 10, admettons, d'accord? Et puis, autrement, vous pouvez aussi maintenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 10, jusqu'à 15 si vous voulez, d'accord? Et ça, ce sont vraiment aussi des exercices de renforcement des extenseurs. Oui, super important. Oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Bon, mais je voulais vraiment pas l'oublier celui-là, donc je vous ai mis la diapo. Mais n'allez pas tout seul faire les exercices d'en dessous. Effectivement, il y en a d'autres, mais à faire chez le kiné, avec le kiné à côté, et puis en progressif, parce que les exercices sur le ballon sont très durs, très très durs. D'accord? On passe. Alors, depuis le début, on dit on travaille l'amplitude, on travaille le 300%, on travaille du big. En fait, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si tout le monde connaît cette méthode, mais je vais vous en parler un petit peu parce que je pense que c'est important de la connaître, au moins d'en avoir entendu parler une fois. Elle s'appelle la LSVT Big. Qu'est-ce que ça veut dire? LSVT, c'est Lee Silverman Voice Treatment. C'est-à-dire que Lee Silverman était une dame, une américaine, c'est une technique américaine. Hein. Lee Silverman était une dame qui était parkinsonienne et dont la voix était… elle n'arrivait plus à bien parler. Et elle a dit, c'est pas possible, ça marche pas, l'orthophonie marche pas, il n'y a rien qui marche, il faut absolument que je crée, en fin de compte, une technique. Et qu'elle a appelée la LSVT Loud, c'est marqué dans la première ligne, qui est une technique intensive de rééducation orthophonique qui est vraiment basée sur l'intensif. C'est-à-dire, on va 1 heure chez l'orthophoniste le matin et on travaille 1 heure tout seul à la maison. Sur 4 semaines, 4 fois par semaine. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout d'un coup. Et là aussi, c'est basé sur… ça peut être utilisé dans la vie de tous les jours ou la formation que moi j'ai été diplômée de cette formation-là. Les Américaines viennent des États-Unis, ce n'est pas des Françaises qui vous font la formation. Les Américaines, elles viennent et alors toutes
pendant 2 jours ou 3 jours, elles sont là, on vit big, on dort big, on mange big, voilà, il faut vraiment être dans le 300%, plus que ça, même tout le temps en fait, hein. Et elles n'ont pas tout à fait tort. En fait, elles prônent que parce que Madame Silverman, une fois qu'elle a utilisé cette technique pour sa voix, et où ça a très bien marché, elle a dit: «Bah, si je le fais pour la voix, pourquoi ça ne marcherait pas pour le mouvement? Puisque cette pathologie est une pathologie du mouvement». Donc elle a inventé la LSVT, enfin c'est pas elle qui l'a inventé, mais les physiothérapeutes américains ont inventé la LSVT Big, hein, et là aussi, c'est une technique intensive, 4 semaines, 4 fois par semaine, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Alors moi, je connais un kiné en France qui le fait réellement en cabinet libéral. Souvent, ça se fait en centre et même en France, ça ne se fait pas complètement en fait. La technique n'est pas utilisée de A jusqu'à Z. C'est compliqué de mettre ça en place parce qu'il faut avoir et en fait, c'est une technique où on ne peut avoir qu'un patient à la fois. Donc en centre, c'est compliqué parce qu'ils en prennent 3-4 dans la semaine parkinsonien. Ben, alors, il faut qu'un, donc il faut 4 heures. Enfin, donc c'est compliqué à mettre en place. Par contre, aux États-Unis, il n'y a pas de libéraux, donc ils ne travaillent qu'en centre. Et donc, du coup, ils sont 15 kinés, que 4 patients. Donc voilà, ça roule. C'est tout à fait possible à mettre en place. Par contre, c'est pas parce qu'on ne peut pas faire cette technique-là qu'on ne peut pas utiliser cette technique pour sa rééducation. Et depuis tout à l'heure, je ne vous parle que d'amplitude, que de recalibrage, que d'étalonnage, que de mouvements encore plus grands, que de redressement. En fait, c'est ça, hein, c'est basé sur cette technique-là et ça marche excessivement bien, c'est une certitude. Et vous voyez, les fondamentaux de la technique, c'est la cible, c'est l'amplitude, le mode, c'est l'effort intensif et c'est la généralisation de l'étalonnage. Donc c'est ça, en fait, hein, que je vous parle depuis tout à l'heure, en fait, hein, c'est vraiment basé sur cette technique, mais pas, on ne fait pas cette technique, mais on s'en inspire en tout cas. Voilà, on peut passer. Et moi, je m'en suis tellement inspirée qu'en fait, là, ça va peut-être, et j'espère que vous réagirez à ce qu'on va faire maintenant, c'est que même dans les difficultés de tous les jours, quand je vous parlais de hargne tout à l'heure pour vous habiller ou vous déshabiller, c'était ça en fait. C'est, je n'arrive pas à voilà, je le fais avec de la hargne, je mets ma manche de manteau, je mets ma manche de pull-over. Voilà, on fait du 300%, on fait du big en fin de compte en s'habillant. Mais pour les mouvements complexes, c'est pareil. Au cabinet, toujours je dis, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire dans la journée? Dans votre vie de tous les jours, est-ce que vous avez quelque chose qui ne passe pas ou que vous n'arrivez plus à faire? C'est souvent, je vous avoue, euh, les mêmes gènes en fait. C'est-à-dire, c'est le patient qui cuisine, qui aime beaucoup cuisiner et qui n'arrive plus à tourner sa sauce vinaigrette ou sa sauce blanche ou sa sauce, toutes les sauces que vous voulez, d'accord? Euh, Vous, vous êtes en Normandie, donc c'est plutôt de la crème avec du sucre. Peut-être que vous n'arrivez plus à mélanger comme ça en faisant ça. Ou chez certaines personnes, se laver les dents. Ça, c'est compliqué. D'accord? Ou se frotter les cheveux. Alors, parce qu'il y a les 2 mains, voilà, ben, c'est un peu compliqué. Moi, je passe toujours par le big. Et vous pouvez essayer, vous allez voir, c'est très simple. C'est-à-dire, au lieu, là, je vais me reculer encore, au lieu de tourner comme ça ma sauce, je vais starter mon mouvement. Vous savez, on a appris à starter en tapant sur mes genoux. Donc moi, je starte le mouvement pour donner de la hargne et je touille ma sauce. D'accord? Et il faut répéter ça avec votre kiné tous les jours. Alors moi, je demande sur 10 jours, 15 jours, tous les jours, plusieurs fois par jour. Vous vous entraînez en fait. Je starte et je touille ma sauce. D'accord? Avec une grande cuillère, un grand bol énorme. Donc là, on est encore dans le big, on est encore dans le 300%, et vous faites ça régulièrement, et vous verrez que soit vous serez obligé de faire un ou 2 mouvements avant de touiller votre sauce, mais en fait que vous allez réussir à refaire ça. Pour les cheveux, c'est pareil. En fait, on start et on fait comme si on se lavait les cheveux. Voilà. Vous voyez, ce sont des énormes mouvements. D'accord? Et progressivement, vous arriverez à faire de chaque côté. OK? Donc ça, effectivement, il faut penser au big.
Si vous avez des questions, vous me les poserez tout à l'heure. On peut passer, Eric? Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire chez le kiné? Là, je vous ai mis des petits exercices. Je travaille énormément en musique, avec de la musique forte la plupart du temps. Ça, c'est peut-être un goût personnel, hein, c'est pas obligé que ce soit à tue-tête, mais que ça aide, c'est très stimulant, et ça permet de faire des choses, qu'on n'arrive pas, quoi. Il y a des choses qui passent pas. Moi, j'ai un patient jeune, hein, très, très jeune, il vient au cabinet, il a ses chansons sur mon téléphone, j'ai téléchargé les chansons qui passent parce que selon les patients, effectivement, maintenant, j'ai l'habitude de savoir quelle musique va faciliter leur mouvement. Donc, je les télécharge, je les passe au cabinet et du coup, il travaille énormément en musique. S'il n'y avait pas de musique, il ferait rien, du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc là, effectivement, je vous ai mis des petits exercices en musique, mais voilà, c'est anecdotique. On peut faire plein, plein de choses, des mouvements. Vous pouvez faire le mouvement parfait en musique, vous pouvez faire le mouvement des épaules en musique. Enfin voilà, tous les exercices qu'on a vus aujourd'hui, vous pouvez les refaire en musique. Voilà. Après aussi, vous pouvez peut-être prendre, c'est des parcours de renforcement. Là, je vous en ai mis 3, j'en ai 8, je crois. Enfin, je vous en ai mis que 3, je crois. Mais en fait, vous prenez 3 exercices, comme les 3 premiers là, sur le parcours 1. Voilà, je pousse sur mes genoux, ou je me repousse du mur, ou je vais derrière chercher le mur. Et vous faites ça pendant 20 répétitions, puis vous repassez au premier. Hop, 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 hop. Et puis on en fait 20 de chaque, puis hop, on repasse au premier. En fait, j'essaie de faire des petits parcours. Quand j'ai par exemple 2 ou 3 patients, on a 3 exercices, chacun fait un exercice et hop, on change. Voilà, d'accord? Où il y en a un au vélo, l'autre au stepper, l'autre au tapis de marche, et hop, au bout d'une minute, tac, ils changent. Ça les fait bouger. Voilà, à chaque fois. OK? On peut passer? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, ça c'est mon dada de cette année. J'ai mis en place au sein du cabinet des circuits training, j'ai appelé ça circuit training parce que pourquoi pas. C'est-à-dire que je fais travailler mes patients. D'abord, ils arrivent, on fait un échauffement tous ensemble, toujours sur de la musique. Et après, ils ont des postes au sein du cabinet où ils peuvent travailler différentes choses. Donc, il y a dans le couloir, c'est que de l'équilibre. Dans un autre coin, il y a un ballon pour pouvoir faire des exercices d'extension et de flexion-extension aussi au niveau des jambes contre le ballon. Là, vous l'avez complètement à droite. Voilà, comme ça, en fait, ils arrivent à faire du renfort, de l'extension, de l'équilibre. Vous voyez les exercices au sol, au tapis, bon, je suis toujours à côté d'eux. Ou alors j'ai fait des exos à 2, c'est-à-dire qu'ils sont tous les 2, il y en a un qui commande l'autre et après on change avec des lancers de ballon, des lancers de petites balles parce que c'est plus difficile, etc. Je crois que j'ai une autre diapo là-dessus. Vous voyez, voilà, il y a des sauts, il y a des courses à l'espalier, il y a différents postes. Voilà, vous voyez, en fait, les circuits training, ça dure 1h20 et toutes les 8 minutes, ils changent de poste. On a un chrono, toutes les 8 minutes, hop, on tourne. Et après, on finit le dernier poste de 8 minutes, c'est on fait des petits étirements, de la respiration ensemble, encore sur de la musique. Voilà. Est-ce que vous avez